Bonjour à toutes et afternoon, everyone. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conférence virtuelle du CDTS. I am delighted to welcome you today for a new CLTS virtual talk. Pour ceux qui ne me connaissent pas, my name is Florian Martin Barreto. Je suis professeur agrégé et la chaire de recherche de l'Université en technologie et société, ainsi que le directeur du Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa. Pour notre conférence virtuelle du jour, j'ai le plaisir d'être rejoint par deux chercheurs que j'apprécie énormément. Alexandra Bahari-Dione, qui est candidate au doctorat en droit, ici même à l'Université d'Ottawa, et qui a été auxiliaire de recherche au sein de la chaire Abeona ENS Obvia en intelligence artificielle et justice sociale. Et de Karine Gentelet, qui est professeure agrégée au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, l'UQO, de l'autre côté de la rivière, ainsi que la nouvelle titulaire de la chaire de recherche Abeona ENS Obvia en intelligence artificielle et justice sociale. Elle est également une chercheure associée de notre centre de recherche. Et aujourd'hui, pour notre conférence virtuelle, elles vont partager avec vous les réflexions et les recherches qu'elles ont menées cet été qui ont conduit à la rédaction d'un rapport intitulé Les angles morts des réponses technologiques à la pandémie de la COVID-19, où elles discutent notamment des effets marginalisants pour certaines populations et de certaines populations qui sont oubliées dans le cadre de ces travaux. Et c'est, il faudrait le préciser, des travaux qui ont été rédigés dans le cadre des chantiers plus généraux de travaux de l'Obvia sur la pandémie. Et donc dans le rapport, et vous avez le lien sur le site de l'événement, et j'ai mis dans le chat dans quelques instants. Vous allez pouvoir retrouver une nouvelle fois le lien vers le rapport. Donc, elles mettent en lumière un certain nombre d'angles morts sous trois axes: inégalité en santé, le caractère multidimensionnel des fractures numériques et l'entrecroisement entre les inégalités en santé et les inégalités numériques. Donc, c'est de ça dont elles vont nous parler aujourd'hui. Donc, je vais leur donner dans quelques secondes la parole et je vous invite à poser vos questions dans le chat. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton Conversation qui ressemble à la petite bulle de texte dans votre barre de contrôle. Et les panélistes, soit moi-même, nous les lirons et elles y répondront. Sans rien ajouter de plus, je vous donne la parole, professeur Gentelet et à Madame Bahari-Dione pour votre conférence. Et je vous invite à partager votre présentation. C'est ça, merci. On est très heureuse d'être présent, de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Donc, en fait, on va vous parler des réponses numériques. Comme Florian l'a très bien dit, on a travaillé tout l'été sur ce rapport-là. C'était une commande à la fois de l'Obvia et on a obtenu des fonds pour faire cette recherche-là. Donc, on a passé un été extrêmement intense, mais je dirais à la fois aussi très productif parce que si vous voulez, on a travaillé à partir de quelque chose qui nous impactait au premier chef. Étant donné le contexte. Donc, c'était assez intéressant. En fait, je voudrais faire un avertissement sur ce dont on va parler, ou plutôt ce dont on ne va pas parler. On pourrait y revenir dans les questions, mais on avait plusieurs éléments qui nous tenaient à cœur. Le premier, c'est que dans ce rapport-là, on parle de populations qui sont marginalisées et on ne parle pas de populations vulnérables. Et c'est très important pour nous de parler de populations marginalisées et non pas de populations vulnérables pour remettre, si vous voulez, en avant le fait que les gens ont une agentivité, que les gens ont une dynamique et qu'ils ne sont pas non seulement aussi réduits au contexte et à la situation dans laquelle ils sont. Donc, de maintenir ça. L'autre chose aussi, auquel on ne va pas tellement parler parce que ça a été beaucoup couvert ailleurs, ce sont les applications de notification pour laquelle on va le faire. On en a un peu dans notre rapport, mais on ne le fera pas dans la présentation. C'est que, si vous voulez,
On en a beaucoup parlé et il y a souvent un amalgame entre les réponses numériques à la Covid et les applications de notification. Or, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est beaucoup plus large et qu'il y a des enjeux qui sont sous-jacents et notamment un certain nombre d'angles morts qui ne sont pas juste en lien avec les applications de notification. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas en parler. Alors, la présentation d'aujourd'hui aussi, on l'a fait à partir d'une formule question-réponse. Donc, on a un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. On a trouvé que ce serait peut-être plus intéressant à faire que juste une présentation. En ce sens-là, on voudrait remercier Émilie Guiraud on est en train de faire un travail avec elle de mobilisation des connaissances ou en tout cas d'essayer un peu de vulgariser le rapport qu'on a produit pour que ce soit utilisé par d'autres acteurs que les acteurs universitaires. Donc, et c'est elle qui est arrivée avec cette idée de questions-réponses. Et donc, voilà pour la raison pour laquelle on va fonctionner à partir de ça. La première diapo. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est notamment quelles sont les relations entre les inégalités sociales et la santé. C'était la première des choses qu'on s'était dit de faire quand on a commencé l'étude, de voir un peu finalement pourquoi est-ce que les gens, dépendamment de leur statut socio-économique, sont plus malades. Je vais quand même vous référer aussi à un article qui est sorti hier ou dans la presse, en tout cas c'est l'agence France Presse qui sortait ça, à l'effet qu'en Angleterre, justement, il avait été démontré que les populations marginalisées étaient plus susceptibles d'être impactées par la Covid, notamment les populations marginalisées, les groupes marginalisés sont beaucoup plus exposés aux maladies, à la distribution de la maladie, mais aussi aux maladies chroniques. Et en plus, c'est l'impact de la maladie a des conséquences, la maladie a des conséquences beaucoup plus importantes sur leur mode de vie et sur des conséquences socio-économiques, notamment au niveau de l'isolement, de la perte d'emploi ou encore d'une exclusion sociale qui ont une incidence bien sûr sur leur état de santé. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on met ça en opposition, c'est que les personnes qui ont un statut socio-économique beaucoup plus élevé, par la et un des éléments, par exemple, qui était le plus frappant, c'est de voir que les mesures de confinement et de distanciation sociale ont eu un plus grand impact sur des groupes qui étaient déjà désavantagés au niveau socio-économique. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les inégalités sociales, la santé étaient liées. Et quand on avait, par exemple, quand on faisait une analyse de genre, on s'apercevait que les femmes sont beaucoup plus à risque de contracter, d'être affectées par la pandémie et de contracter la maladie, ne serait-ce parce que les chiffres au Québec, c'est 80% des infirmiers sont des infirmières et 80% des femmes sont des aides-soignantes ou des préposés aux bénéficiaires. Donc, elles sont vraiment surreprésentées dans les milieux de la santé. Elles sont aussi surreprésentées dans les milieux de restauration et du commerce de détail, des milieux qui ont été fortement impactés par les mesures de distanciation sociale, et elles sont aussi fortement représentées dans les professions un peu atypiques et à faible revenu. Un autre élément qui affecte, si vous voulez, qui renforce le lien entre inégalité sociale et santé, c'est le fait que la fermeture des écoles et des garderies qui a mis une pression supplémentaire sur les femmes. Et là aussi, on commence à voir des études qui démontrent la chose. Et enfin, la charge mentale qui pèse sur les femmes en cas de par rapport à la gestion de la famille. Et ça, je pense que quand on parle à toutes les femmes, elles savent, qui ont des enfants, elles comprennent très bien ce dont il est question. Un dernier élément aussi qui peut avoir une incidence, c'est le risque de violence domestique qui s'est accru avec la pandémie. Et là encore, on commence à voir les effets. Donc, si vous voulez, c'est pas mal ça. Un autre exemple sur les liens entre les inégalités sociales et la santé, c'est notamment aussi les personnes en situation d'itinérance, parce que la mobilité qui caractérise cette population, si vous voulez, fait qu'on a de la difficulté à aller les rejoindre, et notamment pour faire toutes les campagnes de dépistage. Ce sont aussi des populations qui ont des conditions de santé qui sont prévalentes. On a essayé de mettre le plus possible de chiffres dans le rapport, et
Il est indiqué par exemple dans le rapport que les personnes en situation d'itinérance ont un taux de mortalité qui est 5 à 10 fois plus élevé que dans la population générale. Ce sont aussi des conditions de vie qui sont qui se sont compliquées, qui étaient déjà difficiles, mais qui se sont compliquées avec la pandémie, avec notamment la fermeture de certaines banques alimentaires où à un moment donné il y a des refuges, on ne savait pas trop. Donc il y a eu vraiment une précarisation de leurs conditions de vie et aussi une stigmatisation de ces groupes du fait qu'ils étaient rassemblés. Et ils avaient aussi, si vous voulez, à un moment donné, enfin, c'est pas à un moment donné, ils ont été criminalisés durant le confinement et on fait les frais des contrats d'infraction et autres amendes pour justement pour rassemblement. Donc, les femmes, on voit par exemple, quand on donne des exemples, les femmes sont assez impactées, les personnes en situation d'itinérance. Un autre élément parmi les exemples qu'on peut donner, c'est les personnes au statut migratoire. Dans le rapport, on a parlé des personnes au statut migratoire, on a pris l'exemple de Singapour, mais je vous dirais que cet exemple-là, on peut très bien l'appliquer dans d'autres contextes, y compris dans notre contexte ici au Canada et particulièrement Québec parce que finalement, le statut migratoire a une influence sur le type d'emploi occupé et sur le quartier dans lequel on habite et que tout ceci contribue à un certain facteur d'inégalité, si vous voulez, et avec des impacts sur la santé. Souvent, ces travailleurs-là, avec des statuts migratoires, sont des travailleurs qui sont invisibles, qui sont peu représentés dans les différentes institutions. Ils ont des conditions de vie qui sont difficiles. Dans le cas de Singapour, ce qu'on voyait, c'est que c'était des conditions de vie qui sont insalubres. Mais on va dire, pour le cas du Québec, c'est en tout cas difficile. Et ce sont aussi des travailleurs qui, du fait de leur statut migratoire et d'un statut précaire, vont être hésitants à dévoiler la maladie, de peur soit de perdre leur permis de travail ou encore d'être rapatriés. Donc en fait, vous voyez, c'est pour vous dire que les relations entre les inégalités sociales et la santé sont vraiment ténues et que les réponses qui ont été apportées à la pandémie n'ont pas tenu compte à la fois des inégalités et de la santé, qu'on a pris pour acquis que la santé évoluait dans une sorte de vacuum social. Donc, alors qu'en fait, c'est très lié. Sur la deuxième question, je vais passer la parole à Alex. Oui, OK. Donc, je remets le... C'est ça. Donc, ensuite, comment expliquer les inégalités numériques? Ben, en fait, pour aborder les liens entre inégalité de santé, inégalité sociale dont Karine vient de parler, inégalité numérique, ben, il faut déjà définir en quoi ça consiste, ces fameuses inégalités numériques. En fait, notre recherche et notre veille de tout ce qui se passait relativement à la COVID nous amena à les décliner sur 3 points. Donc, il y a la première fracture numérique, celle dont on parle le plus, en fait, on en a pas mal parlé cet été, qui se manifeste en termes d'accès à Internet et aux technologies. Donc, ça inclut aussi des conditions d'accès. Donc, par exemple, le fait d'avoir un ordinateur personnel à la maison pour travailler ou étudier, une connexion Internet haute vitesse, etc. Et donc, au Québec, par exemple, c'est 91% des ménages qui ont une connexion Internet et 81% qui ont un ordinateur. Des tendances qui sont quand même similaires là, avec le Canada en général. Sauf qu'un tel accès, ça pose toujours problème pour certaines couches de la population, en particulier en région et dans le nord du pays. Là, je sais que c'est un intérêt qui est quand même, qui tient vraiment à cœur du centre ici. Ensuite, il y a la fracture numérique en termes d'usage des technologies. Donc, on en parle un petit peu moins de celle-là. Ça, c'est en gros la capacité et l'intérêt à utiliser les technologies. Donc, le fait de pouvoir s'en servir de manière efficace une fois qu'on y a accès, notamment des fins informationnelles et pas juste récréatives. Puis l'idée ici, c'est d'examiner les disparités d'usage entre les personnes connectées. C'est ça que les travaux qui s'intéressent à cette deuxième fraction numérique-là vont faire. Il y a par exemple toutes sortes de travaux sur les personnes en situation de précarité. C'est quoi la spécificité de leurs usages en ligne et dans quelle mesure est-ce que ça diffère des tendances plus générales, par exemple. Puis troisièmement, ben, à l'heure où on utilise de plus en plus de données numériques à des fins de recherche, de politique publique, etc., c'est par exemple ce que j'ai moi-même fait dans une recherche antérieure avec des données Facebook, ben, on peut parler d'une troisième fracture numérique dans les données. Donc, j'explique, là, moins on a des activités en ligne en raison des deux premières fractures numériques, moins on est représenté dans ces données numériques.
Il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui parlent de désert de données dans les zones où l'accès à Internet haute vitesse est compromis ou encore au sein de populations qui vont être moins connectées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les inégalités dans cette dernière catégorie, elles peuvent évidemment découler des autres fractions numériques, au sens où les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent, par exemple, produisent vraiment moins de données numériques qui sont susceptibles d'être agrégées, puis donc d'être considérées dans des processus décisionnels, notamment relatifs à la santé. Puis ça peut impliquer, Karine en parlera plus, mais ça peut impliquer des risques de biais dans les outils d'aide à la prise de décision et dans les enquêtes collectant des données en ligne, tout simplement, le plus généralement. Ensuite, dans le contexte de COVID, je vais juste passer à la prochaine diapo. OK. Donc, maintenant que j'ai parlé de ces inégalités numériques-là, en quoi inégalités numériques et inégalités sociales sont liées, notamment en contexte de COVID? En fait, il y a beaucoup d'enquêtes sociologiques qui montrent que les fractions numériques sont ancrées dans des inégalités sociales préexistantes et concernent donc les groupes les plus touchés par la pandémie pour les raisons qu'on a mentionnées. Donc, c'est ça. Par exemple, en ce qui concerne la fraction numérique de premier niveau, qui va être moins connecté? Donc, au-delà de la tendance générale que j'ai abordée, il y a seulement 70% des personnes de 65 ans et plus et seulement 63% des adultes qui ont un revenu de moins de 20 000 $, qui ont un ordinateur à la maison. Encore une fois, c'est les données québécoises, mais bon, c'est pas des tendances, c'est quand même des tendances qu'on retrouve ailleurs. Puis même chose pour les téléphones intelligents. Donc, s'il y a un taux d'adoption de 77% dans la population générale, c'est plus de 53% pour les personnes à revenu. On a un peu parlé cet été concernant la COVID et les technologies développées, mais ce dont on a moins parlé, ce sont les entrecroisements entre ces groupes de populations moins connectées. Donc, par exemple, il y a seulement 57% des aînés à faible revenu qui ont une connexion Internet à la maison, puis c'est juste 37% d'entre eux qui ont un ordinateur. Donc, l'interconnexion entre le revenu et l'âge. Puis aux États-Unis, c'est aussi qu'un groupe de population particulièrement à la marge en termes d'accès aux technologies, c'est les personnes âgées et racisées, notamment en raison du revenu. Donc, ils vont être en quelque sorte exclus des initiatives numériques qui visent pourtant à cibler les personnes âgées dans l'idée de diminuer la fraction numérique, justement. Même principe pour la fraction numérique de second niveau, donc celle qui porte sur les usages. Donc, par exemple, les personnes plus aisées et plus diplômées ont tendance à effectuer plus d'activités en ligne puis à plus tirer profit des achats et des services en ligne. Puis à l'inverse, les personnes moins scolarisées auraient des plus grandes difficultés à gérer puis à hiérarchiser la quantité d'informations en ligne. Elles seraient, par exemple, plus susceptibles d'être victimes de fraude. Puis en fait, le domaine de la santé, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça fait vraiment pas exception à cette tendance, au contraire. Donc, l'utilisation d'Internet pour rechercher de l'information de santé, puis les bénéfices qu'on peut en tirer vont différer selon les groupes sociaux. Donc, les personnes moins diplômées ont moins tendance à utiliser des applications de mesure de la santé et à consulter l'information de santé en ligne. Puis même lorsqu'elles y ont accès, en fait, les problèmes de compréhension puis d'appropriation posent par problème en matière de santé. C'est quand même un volet particulièrement complexe, d'ailleurs, pour toutes les couches de la population. Puis en termes d'usage, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le contexte de distanciation compromet aussi l'accès au réseau de soutien social qui peut permettre de pallier ou d'améliorer ses compétences technologiques. Donc, en l'occurrence, les structures de soutien, comme les organismes communautaires, sont souvent les premiers répondants de groupes de populations marginalisées. Donc, c'est souvent elles qui ont le potentiel d'accompagner numériquement les groupes moins à l'aise avec les technologies. On peut penser, par exemple, à accéder à la PCU en contexte de COVID. Sauf qu'elles sont aussi très touchées par la crise actuelle, puis elles peuvent elles-mêmes connaître des obstacles en termes d'accès et d'usage aux technologies selon la littérature. Donc, il y a toute la question des moyens technologiques de ces organismes-là. Puis donc, en fait, leurs ressources et moyens limités, ça peut compromettre l'efficacité de la mise en œuvre de solutions technologiques auprès de groupes marginalisés, vu que c'est, dans le fond, un intermédiaire important. Puis en ce qui concerne le troisième niveau, il y a l'enjeu de c'est quoi le groupe de personnes qui utilisent une application de santé par rapport à la population globale. Donc, il y a, par exemple, des scientifiques, d'ailleurs, une étude qui est basée sur des symptômes de la COVID-19 rapportés sur les téléphones intelligents qui vont même mettre en garde. Eux-mêmes vont dire, quant au fait de ne faut pas généraliser à partir de l'échantillon de personnes qui utilisent l'application par rapport à la population générale. Puis, en particulier, c'est très probable que cet échantillon contienne moins de données
des populations plus âgées et plus pauvres. Or, ben, c'est elles qui sont les plus susceptibles d'être touchées par le virus ou d'en éprouver les complications. Puis bon, au même titre que les outils d'analyse de données massives ont leurs limites si certains groupes sont exclus des bases de données concernées. Ben donc, en résumé, les personnes les plus touchées par les fractures numériques sont aussi celles qui sont les plus sujettes aux inégalités sociales par ailleurs. Or, ces dernières sont aussi reconnues comme ayant globalement un moins bon état de santé. Ensuite, maintenant qu'on a un peu exposé ces inégalités numériques et de santé-là, ben, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que les inégalités numériques ne sont pas juste accompagnées, mais ont vraiment un impact, en fait, en termes de conséquences sociales et de risques d'exposition au virus? Ben, une des dimensions inédites de la COVID, vous l'avez sans doute vécu dans une certaine mesure, c'est que, en raison de la dépendance d'ampleur inédite aux technologies qu'elle implique, ce serait la première pandémie où les réponses numériques jouent un rôle aussi substantiel. Donc, on peut penser aux applications de notification de contact, mais à des choses beaucoup plus simples, si on veut, comme la diffusion de l'information de santé en ligne, le télétravail, les démarches pour obtenir le PCU ou d'autres formes de soutien économique, etc. Puis ça fait en sorte que l'accès Internet, qui était déjà un gros avantage, ben là, c'est vraiment devenu un service essentiel pour combler des besoins de base. Donc, en fait, le rôle du numérique est devenu tellement important qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui proposent qu'en contexte de COVID, l'accès Internet est un déterminant de santé en soi, en fait, au même titre que d'autres choses, comme par exemple le quartier où on habite. Entre autres parce qu'il permet la distanciation sociale, l'appropriation des mesures de santé publique, l'accès à du soutien social et psychologique, etc. Toutes des choses qui ont un impact sur la santé de manière générale ou en ce qui a trait à la COVID plus spécifiquement. Puis pour finir sur cette dimension, peut-être pour illustrer l'entrecroisement un peu dynamique entre inégalité sociale de santé numérique, je pourrais revenir sur l'exemple de la situation du quartier de Montréal-Nord, en fait, qui va exemplifier un peu celui dans d'autres villes d'Amérique du Nord. Donc, en fait, c'est le quartier le plus touché par la pandémie à Montréal, mais aussi qu'il y a le plus grand nombre de cas par personne. Là, donc, pour 100 000 personnes, cet été, pendant notre recherche, c'était 3 000 cas pour une moyenne de 1 300 ailleurs, donc plus que 2 fois plus. La moyenne ailleurs sur l'île, puis aussi le plus grand nombre de décès de l'île de Montréal. Sauf que c'est aussi, par ailleurs, le quartier de Montréal, le revenu moyen des ménages est plus faible. Donc, le taux de non-emploi est 3 à 5 fois plus élevé que pour le reste de la ville. La moitié des résidents et des résidentes, c'est des membres de minorités visibles. 42 seraient immigrantes et plus de... juste en contexte de COVID, c'est plus de 23 des travailleurs et travailleuses de la santé qui y résident, qui auraient en fait contracté le virus. Puis en fait, cette situation, pourquoi je donne cet exemple-là, c'est qu'elle fait vraiment écho à des recherches, notamment celle de Kate Choi, qui démontre que c'est pas juste aux États-Unis, mais c'est aussi au Canada que les communautés racisées migrantes et immigrantes sont vraiment plus touchées par la COVID en raison de leurs conditions de vie. Donc, un exemple, c'est par exemple le fait de travailler dans des services essentiels, de vivre à beaucoup dans des petits logements, etc. Donc, lié aux conditions de vie. Sauf que peut-être sur quoi on a moins fait le lien, c'est que non seulement la population est très touchée par le virus, mais la fracture numérique se superpose en fait à ces difficultés. Donc, en fait, lorsque la direction de la santé publique a annoncé que les heures d'ouverture des cliniques de dépistage mobile dans le quartier seraient disponibles sur son site Internet, bien, il y a la députée provinciale qui a fait remarquer que c'est jusqu'à 30 des résidents et résidentes qui n'avaient pas un accès régulier à Internet, en plus du fait qu'il y a plusieurs soient allophones et que l'information ne soit pas nécessairement disponible dans leur langue. Puis, bon, avant, les gens accédaient à Internet via les bibliothèques. Bien, c'était fermé cet été. Il y a encore pour l'instant un accès limité. Puis donc, par exemple, le directeur général de la table de quartier Montréal-Nord qui expliquait aux médias que la nourriture numérique avait un impact de soutien aux populations se fait à travers des outils numériques, incluant les services de soutien social. Puis en ce qui concerne ces services de soutien social-là, par ailleurs, ce serait un des arrondissements où les organismes communautaires sont les moins financés en fonction de leur mission. Donc, je laisse Karine continuer. Oui.
Donc, en fait, vous voyez qu'il y a bon, les liens entre inégalité sociale, inégalité de santé, inégalité numérique, et finalement aussi un des éléments dont on a peu parlé, c'est que bon, donc ces trois éléments-là ont été considérés un peu en silo, sans interconnexion, et pourtant il y a des interconnexions qui sont vraiment très profondes. Et en fait, l'autre élément aussi, c'est que l'exclusion sociale mène à des biais. Et pourquoi est-ce qu'elle mène à des biais? Et pourquoi est-ce que l'exclusion numérique aussi mène à des biais? Et c'est un des éléments sur lesquels je trouve que le rapport amène un éclairage. Et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais si vous voulez, c'est assez important de le dire parce qu'il y a eu vraiment un grand focus sur les applications de notification, alors qu'en fait, il y a des biais au niveau de la production, de la collecte et de l'utilisation des données numériques. Et les données numériques, c'est notamment, je vais en parler un peu, c'est notamment ce qui est utilisé pour prendre les décisions, et notamment prendre des décisions en matière de santé ou de services médicaux. Donc en fait, ce qu'on a vu aussi à travers la présentation d'Alex, et puis avec ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des groupes de personnes qui sont vraiment exclus de manière disproportionnée dans l'accès aux technologies, que ce soit par la fracture de premier niveau, deuxième niveau, et que ces groupes sont également complètement sous-représentés dans les bases de données qui capitalisent sur ces données numériques. Le fait, par exemple, qu'il y ait de plus en plus de collecte de données en ligne, qu'on réponde à des sondages, ça fait que des groupes qui ont un niveau de littératie numérique un peu plus faible, qui n'ont pas forcément accès à un Internet haute vitesse, ne vont pas participer à ces collectes-là, donc vont être complètement, si vous voulez, sous-représentés dans les bases de données, et inversement, on va avoir des groupes qui vont être surreprésentés. Ce qu'on va faire, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une omission de ces inégalités numériques-là. Je sais que durant la pandémie, enfin, la pandémie n'était pas terminée, mais durant les mesures de confinement social, vous avez sûrement tous entendu parler de ces élèves qui étaient obligés d'aller dans le stationnement de l'école ou de la bibliothèque pour être capables d'étudier. Bon, et tout le monde était surpris, mais c'est effectivement ça. Et Alex en a parlé, le fait que des fois, il y a des choix à faire entre avoir accès à Internet ou manger. Et donc, tous ces éléments-là d'inégalité numérique et de leurs implications sur les populations et de l'intersection en plus des inégalités n'a pas été prise en compte. Et donc, ça mène à un certain nombre d'estimations qui sont erronées, si vous voulez, et que les problématiques que vivent certaines populations sont complètement passées sous silence dans les bases de données. Donc en fait, ce que ça donne, par exemple, c'est que quand les données sont collectées par les services médicaux pour améliorer ou personnaliser le soin de santé, les besoins de ces groupes-là ne sont pas utilisés. Et ça peut aussi avoir une incidence, par exemple, sur la réaction à certains médicaments. Quand on fait des tests et qu'on utilise des données statistiques, il y a des médicaments ayant des effets sur certains groupes de population qui ne sont pas pris en charge. Et par exemple, aux États-Unis, il y a une étude qui a montré que les populations hispaniques, qui représentent à peu près 16% de la population générale, ne représentent seulement 1% dans les études cliniques. Donc, quand on vous dit qu'il y a une exclusion sociale, numérique qui amène à une exclusion en termes de santé et donc de solutions pour améliorer la santé, et que ça amène des biais, c'en est un exemple. Un autre élément aussi, c'était, non, ça c'est moi qui continue, excusez-moi, c'était donc au niveau de l'usage des systèmes d'intelligence artificielle en médecine et en services de santé. Ce qu'on voit, c'est que bon, il y a un usage croissant vraiment des systèmes d'intelligence artificielle pour prendre des décisions, notamment au niveau de la lecture des radiographies. Ça permet de faire un premier screening, si vous voulez, avant de faire une lecture plus approfondie de la part des médecins, et donc de repérer un peu les cas les plus sévères de Covid, et donc, si vous voulez, d'accélérer un peu le triage. Le problème qu'il y a, notamment, c'est que certaines bases de données, encore là, il faut prendre, parce que ça, c'est un des éléments, je vais revenir peut-être un peu plus là-dessus, mais c'est un des éléments de la pandémie qui est, je dirais, la condition première à ces réponses-là.
dont on a conscience, mais dont on parle peu. C'est-à-dire que la pandémie est exceptionnelle et qu'elle a mené à des mesures exceptionnelles, extraordinaires, et en termes d'ampleur, parce que comme Alex l'a dit, c'est une des premières pandémies où l'usage des données numériques, l'usage des systèmes d'intelligence artificielle, technologies numériques a été vraiment généralisée. Et donc, ça s'est passé aussi dans une période de temps extrêmement rapprochée. Donc, il y a des décisions qui ont été prises où il a fallu dématérialiser tout un tas de choses, accélérer notamment au niveau de la prise de décision, du triage, de tout ce qui était sur les services de santé. Et il y a des outils qui sont utilisés en médecine et qui n'ont pas encore tout à fait été certifiés par les agences responsables parce que on n'a pas fait les vérifications nécessaires pour savoir s'ils étaient représentatifs, s'ils avaient des enjeux. Un exemple, par exemple, c'est les oxymètres de pouls qui ont été mis, qui sont présents, qu'on peut acheter pour son usage personnel, mais qui sont aussi utilisés dans les hôpitaux. Et ces oxymètres de pouls servent à avoir le taux d'oxygène qui pénètre dans le sang. Et en fait, pour lire la couleur du sang, ils le détectent à partir de la couleur de peau. Et en fait, ces appareils sont calibrés pour les peaux claires, ce qui veut dire que quand on a une peau plus foncée, le taux est anormalement plus élevé. Donc ça, c'est un premier niveau, si vous voulez, de biais. Le deuxième niveau, c'est que, en plus, si vous voulez, il y a un certain nombre de biais raciaux ou de discrimination, pour le mettre dans un autre terme, qui fait que les personnes qui sont pas, les personnes qui sont, on va dire, d'autres origines que caucasiennes, c'est le terme, sont souvent, par exemple, des personnes qui arrivent à l'urgence vont être, quand ils ont une détresse respiratoire, on va mettre ça, par exemple, sur le dos d'une anxiété et pas forcément d'un symptôme grave de problème respiratoire. Donc, si vous voulez, le biais qui est déjà à l'origine du fait un appareil qui a été mal calibré ou qui a été calibré en fonction d'un biais racial vient s'accompagner d'une discrimination systémique et finalement ça cause vraiment des problèmes parce qu'il y a des personnes qui sont en détresse respiratoire par exemple et qui sont mal diagnostiquées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les données qui sont produites par ces oxymètres sont utilisées dans les bases de données pour nourrir les algorithmes. Donc la situation, si vous voulez, il y a une première situation dans la conception de l'outil, dans les usages et après ça dans l'utilisation des données. Ça, c'est un exemple. En ce qui concerne maintenant les services de santé et la numérisation des services existants, parce que c'est ce qu'on a vu dans le cadre de la Covid aussi, ça a amené un certain nombre d'inégalités dans l'accès à l'équipement et à l'Internet, parce qu'effectivement, ce ne sont pas tout le monde qui peut avoir accès à un ordinateur, qui peuvent avoir accès et être capable de lire l'information qui est mise en ligne, de la comprendre. Et de tirer, si vous voulez, bénéfice de cette information qui est mise en ligne. Donc ça, c'est un problème. Ça vise notamment des populations qui peuvent être en situation de pauvreté ou en situation d'itinérance. Les autres types d'inégalités, c'est des inégalités dans les données, donc une surreprésentation de groupes qui sont très présents, qui ont accès à des données, qui participent, qui aussi, si vous voulez, sont moins à risque que d'autres, et une exacerbation, excusez-moi, des inégalités préexistantes, autant inégalités sociales que inégalités de santé. Et en termes de risque, ce que ça veut dire, si vous voulez, ces biais-là et cette surreprésentation, sous-représentation, inégalité sociale et inégalité numérique, c'est que souvent on voit que on confond par exemple la maladie avec les populations elles-mêmes, qu'on peut avoir des risques de faire du triage socio-spatial. Et donc, Alex l'a dit par exemple avec le groupe, l'exemple de Montréal-Nord, ou encore d'avoir une discrimination accrue sur des groupes qui sont déjà marginalisés, notamment par rapport aux forces de l'ordre, sur les personnes en situation d'itinérance ou les personnes racisées. Et on le sait par exemple que durant le confinement, les personnes qui étaient en situation d'itinérance ont subi un peu plus de discrimination de la part des forces de police. Donc ça amène, si vous voulez, une stigmatisation, ça amène des problèmes aussi de consentement. À quoi est-ce qu'on consent? Est-ce qu'on consent? Est-ce qu'on comprend ce qu'on consent?
Et le fait qu'on soit en contexte extraordinaire de pandémie rajoute un poids supplémentaire sur ce à quoi est-ce qu'on peut consentir et qu'on comprend qu'on peut consentir. Je ne fais pas du jeu de mots en utilisant le mot consentement, mais si vous voulez, il y a vraiment une pression de se dire est-ce que j'ai vraiment le droit de dire non? Est-ce que j'ai vraiment le droit est-ce que si on me dit que je ne suis pas malade, je dois accepter que je ne suis pas cet enjeu-là? Il y a l'exclusion aussi de populations qui sont fortement à risque, alors que justement, elles devraient vraiment être incluses et je dirais encore avoir plus de soutien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on est parfois surpris de se dire, ah tiens, notamment dans la prise de décision, le fait que les radios soient biaisées ou qu'un certain nombre d'outils soient biaisés, mais des fois c'est juste. Donc ça, on va dire, c'est une fracture numérique de troisième niveau, mais déjà juste dans la fracture numérique de premier niveau, juste déjà dans l'accès Internet, c'est un problème dans les réponses, parce que beaucoup de choses passaient par Internet. Alex en a parlé. Donc déjà, juste le premier niveau, c'était un problème. Donc, il y a un accès déjà direct des populations et à ça se met un accès, une exclusion, je dirais, indirecte, en plus de l'exclusion directe. Autre élément que ça amène, autre risque que ça amène, je dirais, c'est un problème d'acceptabilité sociale et de confiance dans les institutions. Quand on ne comprend pas l'information ou quand on pense que les droits sont menacés, il peut y avoir des réticences. Et ce qui est assez, ce qui est un des exemples, selon moi, c'est notamment tous les mouvements anti-masques où il y a une méconnaissance, où il y a une difficulté à lire les informations, à les croire et à faire en sorte qu'on se on se place en opposition par rapport aux mesures et qu'on refuse ces mesures-là. Et un autre élément, en fait, qui là est à un niveau plus technique, c'est en termes d'intégrité et de qualité des données, sachant qu'on a des populations qui sont complètement exclues de certaines données, donc elles ne sont pas représentées dans les données, ça veut dire qu'elles ne sont pas représentées dans les prises de décision et qu'elles ne seront pas représentées. Donc, si vous voulez, à la base, elles ne sont pas dans les données, elles ne sont pas dans les prises de décision et donc elles ne vont pas faire partie des solutions. Et ça veut dire que des populations qui sont pourtant extrêmement à risque sont complètement exclues. Donc voilà, ça c'est pour toi, Alex, je pense. Juste peut-être pour passer rapidement, aller peut-être un peu de manière plus précise sur c'est quoi les technologies sur lesquelles on a travaillé. Donc en gros, c'est quel type de technologies qui sont développées en réponse à la COVID-19. Là, on va voir que en fait, ça résonne avec les différentes fractions numériques qu'on a abordées. Donc, d'un point de vue purement technologique, c'est vraiment varié. Donc, il y a les applications de téléphone intelligents, les technologies de reconnaissance faciale, les caméras thermiques, les dispositifs biométriques, les casques intelligents, même les drones, les technologies d'analyse prédictive. Mais à partir des typologies qui ont été réalisées cet été sur la question et de notre veille des initiatives numériques, on va plutôt ici les distinguer par leur finalité. C'est ça qu'on a fait dans le rapport. Là, on les distingue par 7 finalités principales. Donc, il y a premièrement l'imposition de quarantaine et de mesures d'isolement. Donc, par exemple, les bracelets de traçage électronique à Hong Kong et à Taïwan pour vérifier que les personnes respectent bien les quarantaines. Ensuite, il y a tout ce qui est plus traçage de contact ou notification d'exposition selon le cas et les types de modèles utilisés. Donc, un bon exemple, c'est l'application Alerte COVID au Canada qui utilise le protocole Bluetooth, par exemple. Donc, ça, c'est plus notification. Troisièmement, il y a tout ce qui est modélisation des flux et des tendances. Donc ça, l'idée, c'est de comprendre comment se propage le virus puis combien de personnes sont passées dans des zones géographiques spécifiques. Donc, par exemple, il y a des cartes migratoires qui utilisent des données des téléphones mobiles, des applications de paiement mobile et même des médias sociaux pour collecter des données en temps réel sur la localisation des personnes. Puis le but, c'est qu'à partir de ces données, il y a des modèles d'apprentissage machine qui sont développés pour mieux prédire, en fait, les dynamiques de transmission du virus, puis même orienter les contrôles aux frontières. Donc, c'est un peu ça qui a été utilisé à Wuhan, par exemple. Ensuite, quatrièmement, il y a la distanciation sociale et la surveillance des mouvements. Donc, par exemple, il y a une start-up américaine, Landing AI, qui a créé un outil de surveillance en milieu de travail qui envoie une alerte dès qu'une personne ne respecte pas la distance requise avec une autre. Ça peut être... En fait, ce groupe-là, ça peut être tant dans les espaces publics que dans les espaces privés, là, selon les outils déployés. Cinquièmement, il y a la détection de l'infection, notamment de ses symptômes. Donc ça, on se rapproche du domaine plus purement médical.
Donc, un peu comme on l'a mentionné, il y a différentes applications mobiles qui collectent des données sur les symptômes rapportés par les utilisateurs ou également de leurs facteurs de risque préalables. Donc, en Islande, il y a aussi des applications qui utilisent ça pour, en fait, combiner avec les cas asymptomatiques pour un peu essayer de mieux comprendre la composante asymptomatique de la maladie. Ensuite, il y a la gestion clinique. Donc ça peut être de diagnostiquer, de surveiller l'état clinique des individus, de prédire les risques de complications, puis de voir comment allouer les ressources dans différents hôpitaux. Puis donc, cette gestion, elle mobilise certains algorithmes d'apprentissage machine qui évaluent le risque de développer des complications parmi les personnes infectées dans l'idée de faire du triage. Donc, les groupes les plus à risque, moyennement à risque, peu à risque, etc. L'usage plus accru de l'oxymètre de pouls pourrait s'inscrire là-dedans. Ensuite, il y a la prestation de services en ligne, là, tout simplement. Donc, c'est juste, en fait, la numérisation d'activités qui l'était pas ou qui l'était juste partiellement auparavant. Par exemple, la télémédecine, dans l'idée de respecter la distanciation, mais tout en amenuisant ses impacts socio-économiques. Puis, en fait, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a un même type d'outil technologique, ça peut être utilisé pour différentes finalités selon le contexte. Donc, par exemple, des bracelets portatifs peuvent être utilisés à des fins de traçage, comme à Singapour, mais on peut aussi les utiliser pour surveiller les personnes en quarantaine. Ça, c'était plus le cas à Hong Kong. Ensuite, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais j'en ai un peu parlé. En fait, je suis partie sur ma lancée et j'ai abordé cette question-là. Mais un des éléments sur lesquels je voudrais revenir, et c'est assez important, j'en ai parlé un peu, mais c'est que dans tout ce qui était les usages, il y a ce dont on parle, et comme sociologue, c'est quelque chose qui est assez important, et je m'adresse à mes amis sociologues là-dessus, mais il y a ce dont on parle dans les médias et ce dont qui est le plus visible, qui est notamment au Québec et au Canada, on a beaucoup parlé des applications de traçage, mais il y a excessivement, il y a ce qu'il y a tout en arrière, et notamment tout ce qui est les outils de prise d'aide à la décision, où les éléments d'inégalité numérique et d'inégalité de santé, d'inégalité sociale ne sont pas considérés. Et ça, c'est vraiment un problème. Et quand on voit, par exemple, le fait maintenant que le gouvernement du Québec ait adopté des applications de notification au Canada aussi, mais ça, si vous voulez, ça ne change pas l'enjeu qui est de faire le lien entre l'intersectionnalité des profils, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas juste, c'est pas juste qu'elles ont un problème d'accès à Internet, c'est que généralement la situation sociale est en lien avec une inégalité numérique et que ça va avoir des conséquences sur la santé. Et ça, à date, on l'a très peu vu. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il y a une représentation de ce que c'est la technologie, comme si la technologie fonctionnait dans un vacuum, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut absolument, dans les analyses, toujours le raccrocher à une situation, à un contexte social, à un contexte socio-économique. Et l'autre élément, c'est qu'on a beaucoup pensé les facteurs de santé comme étant décrochés, comme si la santé était un idéal type qui, encore là, n'avait pas d'impact sur le contexte économique, contexte social. Et pourtant, c'est une littérature qui a été abondamment développée, on en a beaucoup parlé, des déterminants sociaux de la santé, mais c'est comme si l'arrimage entre ces trois éléments-là, santé, en fait quatre, parce que pandémie, santé, technologie numérique, et puis résolution de la pandémie, ça n'a pas été, si vous voulez, les quatre n'ont pas été intégrés. Donc, c'est ça qui est assez fascinant. Et encore là, ce dont on ne parle pas, et j'insiste là-dessus, c'est l'usage des technologies numériques dans l'aide à la prise de décision pour les services de santé. Et on le voit de plus en plus, notamment que les bases de données ne sont pas fiables parce que les personnes de communautés les personnes racisées, les personnes en situation de précarité ne sont pas représentées dans ces bases de données-là, et que ça a une conséquence sur la santé. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, c'est peut-être une des prochaines batailles qu'il faudrait mener par rapport à ça, d'essayer de rendre visibles ces outils de prise de la décision et comment est-ce que ça peut avoir sur le système de santé, et sans compter que se rajoutent à ces outils de prise de la décision qui ne sont pas représentatifs un certain nombre de discriminations
qui s'ajoute à ça. Et le dernier exemple au Québec étant le décès, par exemple, de Madame Joyce Echaquan, qui a subi de la discrimination et des propos racistes de la part du personnel. Donc, on voit que même le milieu de la santé n'est pas exclu de ça. Donc, déjà, cette discrimination-là, qui se rajoute à des outils de prise à la décision qui sont biaisés et qui peuvent être discriminatoires, en plus d'une situation qui était déjà inégalitaire, fait qu'il y a vraiment une exclusion, une discrimination qui a un caractère exponentiel. Donc, voilà. Voilà. C'était à toi. OK, ben là, je vois que le temps file, mais on va quand même peut-être parler du fait qui touche à des recommandations. Donc, pourquoi toute la question de la participation des personnes concernées, c'est un élément saillant de nos recommandations. Puis là, juste pour être clair, on parle tant on va dire, de participation d'une diversité de disciplines dans la conception des outils technologiques puis dans leur déploiement que des personnes concernées puis des organismes qui les représentent en termes de participation. Mais en fait, pourquoi tout ça? Bien, il y a comme une espèce de tension mise en lumière par notre analyse. Donc, en fait, on a vu à la lumière des inégalités de santé, des différentes formes d'inégalités numériques, que les réponses technologiques à la COVID avaient le potentiel à la fois d'exclure les groupes marginalisés, puis donc de les laisser dans les angles morts des réponses de santé publique, mais à la fois de les surreprésenter à travers des représentations qui peuvent être parfois stigmatisantes, là, si on pense... là, ça touche peut-être plus la question des applications de notification, mais bon, si les personnes travaillent dans les services essentiels, ont des conditions de vie plus difficiles, ben, est-ce qu'il y a comme cet enjeu du risque de faux positifs qui pourrait être éventuellement plus grand? Mais on peut aussi prendre simplement l'exemple des données de santé pour illustrer cette tension-là. Fait qu'il y a comme une tension entre la volonté qui est mise de l'avant par plusieurs groupes de terrain de collecter des données au sujet des disparités raciales et socio-économiques, puis donc, en fait, des inégalités de santé en jeu, puis le risque de stigmatiser des dans un contexte de racisme déjà exacerbé, parfois même décomplexé. Puis ça, c'est notamment pour cette raison que la santé publique cet été avait mentionné ne pas collecter de telles données. Sauf que dans les deux cas, il y a comme un point commun qui est en fait la méconnaissance ou du moins l'oubli de certaines réalités. C'est pour ça que face à cette tension-là, une avenue qui apparaît souhaitable selon la littérature existante, c'est trouver des mécanismes pour inclure les communautés dans le processus de collecte et d'interprétation des données. Ben, voici pourquoi, par exemple, ces groupes sont touchés. Ça, c'est juste un exemple, mais au-delà des données plus largement, l'idée, c'est de trouver des mécanismes pour intégrer la vie et les besoins, les réalités des populations concernées, puis des organisations qui les appuient, comme je disais, non seulement quant aux manières de concevoir et de développer les technologies, mais aussi afin de déterminer si une technologie donnée constitue une réponse pertinente, donc en amont, si on veut. Puis d'ailleurs, ça c'est peut-être même un angle mort dans l'angle mort, mais on a beaucoup travaillé sur les fractures numériques cet été. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça serve à une forme de levier, une forme d'injonction, en fait, à adopter certaines technologies sans que les personnes et les groupes n'y consentent réellement. Ça, c'est une tension importante à considérer. La solution, c'est pas nécessairement de dire, bon, il y a une fracture numérique, utilisons ça comme prétexte pour la réduire, puis finalement, sans qu'il y ait nécessairement une adhésion. Puis c'est là où, par exemple, les méthodes de design participatif, notamment dans la santé, sont des pistes intéressantes pour en fait, savoir comment concevoir des outils avec plutôt que pour les personnes concernées, puis qui ont fait leur preuve, en fait, en termes d'inclusion des groupes autrement oubliés. Puis comme je disais, quand on parle de participation, on peut aussi parler d'une forme de pluralisme épistémique, tant sur le plan des disciplines que de la diversité des savoirs, donc pas juste académique, en fait, à considérer. Donc oui, c'est sûr, l'interdisciplinarité. Là, ce qui est vraiment intéressant avec ces réponses technologiques, on se rend compte de l'impossibilité de les réfléchir au prisme d'une seule discipline, en fait. Donc, tu sais, par exemple, les informaticiens spécialistes de l'intelligence artificielle ont une expertise sur le fonctionnement qui est plus interne des outils développés. Puis, bon, les juristes éthiciens sur le cadre juridique et éthique de la conception des usages. Mais il y a aussi d'autres expertises nécessaires quant à l'implantation dans un environnement matériel, donc dans un environnement socio-technique. Donc, éventuellement des ingénieurs, même des urbanistes. Donc, par exemple, pour les applications de notification, concrètement, c'est quoi les limites du Bluetooth? Est-ce qu'il y a des risques de faux positifs ou négatifs en jeu? Lesquels, etc. Puis évidemment, la question de l'expertise de santé publique, comment elle a été valorisée dans le processus. Donc, par exemple, pour savoir à partir de quel degré de proximité entre deux téléphones, le contact entre les personnes concernées est pertinent ou non du point de vue médical. Puis éventuellement, s'appuyer sur l'expertise des traceurs et traceuses de contact manuels en ce qui concerne les implications humaines du processus. Donc,
on dit souvent que c'est un processus où bâtir un lien de confiance avec la personne est extrêmement important. Puis ce lien-là peut impliquer de rediriger les personnes vers des ressources afin qu'elles puissent avoir du soutien si elles se mettent en quarantaine. Puis il y a évidemment une expertise plus sociologique, donc on a un peu plus mis en valeur. Donc, qui est susceptible de moins bénéficier des initiatives technologiques selon leur contexte de vie? Ça peut être comment appréhender la méfiance de certains groupes envers le système de santé, etc. Puis sur cette note sociologique-là, il y a éventuellement des éléments qui sont prohibés par le cadre législatif, mais qui poseraient peut-être problème en termes d'effectivité. Donc, c'est quoi les détournements d'usage possibles d'une technologie au-delà des usages prescrits? Donc, je pense que les concepteurs de technologie ne veulent pas qu'on utilise, par exemple, une application pour prohiber l'accès aux lieux publics, aux lieux privés. Puis il y a des dispositifs juridiques par rapport à ça, mais est-ce que ça arrive quand même dans les faits? Ça arrive à qui? Puis est-ce que les personnes vont vraiment mobiliser des recours? Donc, en fait, tout ça, qu'on parle d'une diversité de disciplines dont la mobilisation est nécessaire ou de type de savoir ou de l'expertise, par exemple, des groupes de terrain, au final, ça fait un peu écho à la deuxième vague, ce qu'on appelle la deuxième vague de reddition algorithmique. Donc, il se soutient que les mécanismes de reddition de compte doivent être accessibles à la population et aux acteurs publics, donc tant l'étape que du déploiement que de la conception d'une technologie. Puis là, la porte est ouverte pour savoir comment faire tout ça. Donc, voilà. Merci. Merci Alexandra et Karine. Et peut-être pour continuer sur ça, même si il nous reste plus beaucoup de temps, j'aurais une question pour vous par rapport à certaines des recommandations que vous avez pu faire dans le rapport, mais aussi un premier commentaire où j'ai apprécié que vous discutez de la fracture numérique comme étant à plusieurs niveaux, et je pense que c'est important. C'est vrai qu'il y a le problème de la connectivité et du fait que pas tout le monde a accès nécessairement à Internet, puis aussi des téléphones, des ordinateurs. Pas tout le monde a un téléphone intelligent, et c'était l'une des critiques notamment du réflexe de tous les gouvernements d'aller automatiquement sur les apps qui ne fonctionnent qu'avec les dernières générations de téléphones que tout le monde n'a pas. Mais aussi la question de la littératie numérique, et ça, Alexandra, t'en as pas mal parlé. Encore faut-il, puis surtout en temps de pandémie, où on a beaucoup de mésinformation et de désinformation, que les gens sachent comment utiliser ces outils, où aller chercher, aller plus loin parfois que juste ton feed de ton réseau social préféré. C'est vraiment important. Il y a aussi la question, et ça c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté dans un ouvrage collectif qu'on vient de faire avec ma collègue Elisabeth Dubois, sur le fait que, en fait, comme vous dites, notre citoyenneté, elle est entièrement numérique, même avant Covid, mais surtout avec Covid, même quand tu es pas connecté, même quand tu veux pas être connecté. Parce que tous les acteurs qui sont là pour te soutenir, et notamment les services de santé, les services sociaux, se reposent sur des outils technologiques, sur des systèmes algorithmiques qui ne comprennent pas nécessairement, qui ont été entraînés sur une population blanche, peut-être comme en Californie ou en Europe, qui est très différente par rapport à son histoire, son contexte socio-culturel au Canada. Et tout ça, c'est souvent comme oublié, et c'est comme la magie de l'ordinateur qui te dit quoi faire. Sauf que ça arrive avec un certain nombre de problèmes qu'on a eus. Mais l'une des questions sur lesquelles j'aurais peut-être aimé vous entendre pour quelques secondes, c'est dans la liste de recommandations que vous avez faite, et c'est ma déformation de professeur du droit, du moins c'est ce que dit ma position officielle. Vous avez un certain nombre de recommandations sur les cadres juridiques, éthiques, et peut-être comme certains outils qui pourraient être mis en place, ou certains cadres qui pourraient être développés. Donc si vous pouviez prendre quelques minutes pour parler de ça, ce serait, je pense, très intéressant. Ouais, je vais passer la parole à Alex parce que c'est elle la juriste de nous deux. Moi, je ne suis que sociologue, mais un des éléments qui dans ce cadre juridique-là, qu'il faut garder en tête, et je parle d'un point de vue justement sociologique, c'est le fait qu'on est en pandémie et qu'il y a une pression supplémentaire et il y a un stress aussi qui est indéniable. Donc, ces deux facteurs-là, en termes de consentement et de ce qu'on accepte ou qu'on ne pourrait pas accepter, c'est quelque chose qui est très important. Quand on a un gouvernement qui nous recommande de télécharger, par exemple, une application, quelle est notre mesure? De l'autre côté,
c'est important de garder en tête qu'on peut être dans des cas, et d'où l'intersectionnalité des profils de personnes qui n'est souvent pas considérée. Mais mon exemple préféré, c'est toujours une femme monoparentale qui la seule source de revenus est donc de télécharger, encore là, cette app ou d'être malade. Quel va être son choix? Est-ce qu'elle va vraiment se déclarer malade et perdre son emploi ou ne pas être capable d'aller à son emploi parce qu'elle n'a pas, par exemple, elle est atypique et elle n'a pas d'assurance qui pourrait lui permettre de subvenir aux besoins sur du long terme, ou est-ce qu'elle va juste se taire? Donc le consentement, la notion de consentement, même là qui est juridique et qui pourrait être très clairement exprimée, a aussi des conséquences socio-économiques où elle a des causes, pas forcément des conséquences, elle a des conséquences, mais elle a des causes socio-économiques. C'est un des éléments aussi qui est à considérer. Mais Alex, je vais passer la parole à Alex par rapport à ça. Ben, moi, je pense qu'il y a quand même un gros point commun qui est quand même intéressant entre la norme juridique puis la technologie, c'est qu'il y a toute la question des usages prescrits d'une loi ou d'une technologie par rapport aux usages détournés. Fait que je pense qu'il y a toute la question de... Il y a des dispositifs juridiques intéressants qu'on pense à tout ce qui tourne plus autour des lois sur la protection des renseignements personnels ou bon, des chartes. C'est sûr qu'on a plus travaillé sur les chartes qui est... dans le fond, comment est-ce que la norme peut penser pas seulement les usages prescrits d'une technologie ou le développement d'une technologie, mais aussi les usages détournés, donc les contournements. Donc, tu sais, par exemple, quand on pense bon, par exemple, aux applications de notification, comme je disais, l'idée, c'est pas... C'est sûr que l'idée, c'est pas d'interdire à quelqu'un d'accéder à un lieu de travail, un espace public, mais il y a probablement, tu sais, on peut penser qu'il y a quand même des employeurs ou par exemple, des locataires qui le font, puis c'est des recours qui ne seront jamais mobilisés. Donc, moi, je pense que comme, tu sais, oui, il y a la norme en tant que telle, mais il y a aussi justement l'effectivité de cette norme-là ou les recours possibles. Donc, au final, c'est comme toujours cette difficulté d'aller voir, ben, comment les normes peuvent se saisir de ces possibilités de détournement. C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir les détournements, mais comme, justement, à partir de ce qui se passe sur le terrain, comment on peut comme recenser certaines formes de détournement. Puis, ben sinon, je trouve, on avait beaucoup, on avait quand même pas mal utilisé le mémoire de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec sur bon, c'était sur les applications de notification, mais ça s'applique en fait dans le fond, à toutes sortes de technologies. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quand même il y a quand même des dispositifs qui sont intéressants, notamment dans les chartes provinciales, en tout cas au Québec, j'imagine que c'est un peu la même chose d'ailleurs. Puis c'est comme comment est-ce qu'on peut en tirer profit de ces normes-là. Mais c'est sûr, bon, la question du consentement, ça, je pense que c'est un peu la question. Puis même avant, au-delà même de ce qui est technologique, toute la question contractuelle, c'est le gros enjeu en matière contractuelle. C'est que... Non, c'est ça. Et puis, il y a consentement et consentement. Est-ce qu'il y a vraiment un consentement quand tu es juste obligé d'utiliser un outil, une app ou une plateforme pour être informé? Ouais. C'est l'un des grands enjeux. Fait que est-ce que c'est tant quelque chose des mesures juridiques internes? Oui, dans une certaine mesure, mais il y a tout aussi comment les cadres juridiques et éthiques, on va dire au sens large, peuvent s'appuyer sur les pratiques sur le terrain, sur les usages non anticipés, les choses auxquelles on n'aurait pas pensé au processus de conception de la loi, par exemple. Je pense que c'est comme le gros enjeu. Oui, parce que c'est ça, c'est de mon point de vue, de ma lecture sociologique, là, et puis s'il y a d'autres questions, on pourra tout à fait changer, mais c'est aussi, j'ai été stupéfaite de voir encore là, le focus qui était mis sur les questions de vie privée, mais c'était tellement, selon moi, c'est tellement au-delà de la vie privée, c'est tellement sur plus, je dirais, que vraiment juste des droits à la vie privée, et le débat a beaucoup tourné là-dessus. Donc, définitivement, de considérer un peu les effets discriminatoires dans les usages, c'est quelque chose qui serait important de considérer. Non, Oui, parce que même si tu prends la question de la vie privée, il y a comme la violation de la vie privée, elle va avoir un impact sur qui exactement. C'est sûr que c'est comment dire, un droit important pour tout le monde, mais qui, dans les faits, subit les plus grandes atteintes en conséquence de cette violation du droit à la vie privée.
Là, je pense qu'il y a peut-être au centre de recherche, notamment Jane Bailey, qui travaille sur les liens entre vie privée et égalité, là, ce qui est au fond une piste super pertinente dans le contexte de la COVID. Non, parce que surtout dans ce cas de ces apps et ces certaines critiques qui avaient été faites sur certaines propositions qui ont pu être faites à travers le monde, c'est que souvent, ben, c'est des populations qui sont déjà marginalisées, qui subissent déjà des injustices systémiques dans nos sociétés et donc ces injustices sont amplifiées par l'utilisation de ces données, soit pour généralement aller focuser les services et l'aide sur d'autres parties de la population. Et encore une fois, quand vous collectez des données, mais que c'est uniquement dans les quartiers riches d'une ville que vous pouvez avoir l'influx de données, parce que ben, c'est ces personnes-là qui ont le dernier téléphone intelligent, qui peuvent avoir l'app pour collecter. Et que, ben, pour citer par exemple le cas de Montréal-Nord dont tu parlais tout à l'heure, Alexandra, qui est peut-être moins connecté et qui donc ne peut pas contribuer de la même manière à l'influx de données, d'un seul coup, vous avez de fait, sans peut-être que c'était voulu initialement, mais du fait d'autres inégalités systémiques, tu crées un jeu de données qui est totalement non représentatif et tu peux mal diriger ta réponse de politique publique. Donc c'est vrai que c'est complexe, il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas de réponse parfaite, magique. Mais tu sais, il faut en avoir conscience pour pouvoir au moins commencer à y réfléchir. Mais il n'y a pas de réponse magique, ça c'est évident. Et en plus, on est en contexte de pandémie, et c'est assez inédit pour, on va dire, l'époque contemporaine. Mais un des éléments, je pense, qui est important, c'est d'avoir une analyse intersectionnelle. Déjà, ça c'est la base. Quand on a une analyse intersectionnelle et qu'on prend les gens dans leur complexité et dans leurs relations socio-économiques, dans leur contexte, déjà on a un portrait qui est beaucoup plus important. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je parle de populations marginalisées et non pas vulnérables, parce que marginalisées veut dire leur situation est issue d'un contexte, et donc c'est pas en lien avec elles. Et notamment sur les questions de maladie, et ça c'est encore l'angle mort sur lequel je continue à pousser, puis je sais qu'on doit terminer là, donc je veux juste finir avec ça, encore là, l'autre grand chantier qu'il faut ouvrir, c'est les usages dans l'aide au traitement, et le fait que ce ne soit pas représentatif, que les données ne sont pas représentatives et que ça a un effet direct sur la santé. Et le fait que des groupes qui sont notamment avec dans des conditions de vie un peu plus difficiles, qui sont exposés à des maladies, qui ont des facteurs de comorbidité qui sont plus élevés, quand elles arrivent à l'hôpital et que les outils ne sont pas adéquats pour mesurer leur état de santé et qu'elles sont encore plus discriminées et plus à risque, ça, c'est un enjeu dont on ne parle pas assez. C'est pas un enjeu de vie privée, c'est pas un enjeu de vie privée. Et c'est un enjeu de discrimination qui a un lien direct avec l'état de santé. Donc, voilà. Le taux d'oxygène dans le sang, ce n'est pas un enjeu de vie privée, c'est vraiment un enjeu de santé de base. Voilà. C'est ça. Ça pourrait le devenir selon comment est-ce que tu le récoltes et ce que tu en fais. C'est ça. C'est qu'il y a une balance à avoir. Et j'essaie de voir dans les questions qui étaient posées. Donc peut-être pour terminer avec une dernière recommandation de votre part pour répondre aux réflexions dans la conversation. Est-ce que vous auriez une recommandation particulière, concrète pour, encore une fois, tout en disant qu'il n'y a pas de baguette magique, mais comment prendre en compte le plus de personnes possible dans la lutte contre une maladie, contre une pandémie, s'il y avait, par exemple, il y a un truc tout simple, Alex en a parlé, l'inclusion des savoirs et par exemple, les organisations communautaires n'ont pas du tout été mobilisées dans la lutte à la pandémie. Souvent, ça s'est passé au niveau étatique, ça s'est passé au niveau, on va dire, de groupes qui ont développé des technologies, mais les groupes n'ont pas été consultés. Quand il y a eu, par exemple, au Québec, la commission, c'est quelque chose qui a été assez intéressant. Il y avait des juristes, il y avait des gens en technologie, il y avait, bon, certes, la commission des droits de la personne et
la Ligue des droits et libertés, mais il n'y avait pas ni la santé publique, ni d'organisation communautaire. Et pourtant, le milieu communautaire, ce sont les premiers répondants des groupes marginalisés. C'est eux qui sont le relais, puis on n'en a pas trop parlé dans la présentation, mais ces groupes communautaires-là sont des acteurs pivots dans la décentralisation des services, dans la prise en charge. Donc déjà, de les avoir dans la conception des outils, mais alors, on peut voir la solution qui est de les avoir dans la conception, mais déjà la consultation, de voir, OK, on met en place un outil, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça reflète les besoins? Est-ce que vous voyez des problèmes, etc. Déjà, les consulter, ils ont des savoirs, ils ont une expertise terrain qui est extrêmement valable. Donc, de les inclure, ce serait déjà la solution de base auquel personne ne pense. Parce qu'encore là, on pense santé, donc c'est que les gens en santé, on pense technologie, donc que les gens en technologie, alors qu'en fait, c'est dans un contexte social. C'est pas un enjeu de santé, c'est pas un enjeu de santé seulement, c'est un enjeu, on est en pandémie, ce sont des enjeux sociaux. C'est pas un enjeu de technologie, puisque on est en pandémie, ce sont des enjeux sociaux. Qu'on sert des incidences en technologie et en santé, mais à la base, c'est un problème social. Donc, il faut prendre les acteurs sociaux, les organisations communautaires, les organisations de la société civile et les intégrer dans la solution et non pas de continuer à fonctionner en silo. En silo et en tour d'ivoire et s'assurer que ce soit les gens sur le terrain qui prennent la parole et pas juste, puis là je parle moi en tant que prof d'université, mais pas juste des profs d'université depuis chez eux. C'est ça. Mais puis très rapidement, peut-être pour aller vraiment concrètement, en essayant d'aller à la fois dans le concret et dans le transversal, les deux choses que vous avez dites, il y a aussi, si tu collectes des données pour bâtir une politique publique, diversifier la collecte de données, puis ça revient à ce que Florian disait, genre si tu prends juste des données numériques, ben c'est clair que tu vas passer à côté des besoins des populations les moins connectées. Donc, est-ce que c'est possible d'aller collecter des données auprès justement des groupes communautaires par des moyens plus low-tech, par exemple? Puis bon, ça revient aussi à la question de oui, la participation comme telle en tant que principe politique, mais aussi de ne pas récolter de l'information auprès du même type de personnes. Sinon, c'est un peu auto-circulaire. C'est un peu circulaire. Un peu beaucoup même. Je propose qu'on termine sur cette très bonne réflexion d'Alexandra. Donc, merci encore, Karen et Alexandra, pour être venue présenter votre rapport aujourd'hui. Et on va suivre avec grand intérêt la suite de ces recherches. Et certaines questions, certaines personnes demandaient dans la conversation quelles étaient la suite, s'il y avait des projets à venir. Et donc, comme je disais, oui, la professeure Gentelet a été nommée il y a quelques semaines à la chaire de recherche à BEONA, ENS Obvia, en intelligence et justice sociale. Et justement, elle va continuer ses travaux, pas que au sujet de la pandémie Covid-19, mais évidemment, elle va passer à côté, mais de regarder ces grands enjeux de comment inclure vraiment la société, le milieu communautaire dans ses réflexions sur les gouvernances des technologies, la régulation des technologies et inclure vraiment cette réflexion sur les droits humains et les personnes dans les discours publics ou de rapports ou dans une de déclarations éthiques. Sur cette bonne mot, je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui pour cette conversation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore une fois à nos panélistes. Merci. Merci beaucoup.